Bonjour. Donc, le titre de ma présentation, les enjeux de densification en milieu suburbain à Montréal, a déjà été expliqué. En fait, comme moi, je viens de l'Université de Montréal, mon travail, c'est beaucoup d'enseigner, de diffuser des connaissances. Je vais partir avec une petite démonstration pédagogique sur c'est quoi la densité ou la densification, à quoi ça sert en fait, qu'est-ce qu'on veut dire par densification. Partons de l'idée qu'il existe un point dans l'espace qui serait dit attractif. Habituellement, quand on est en milieu urbain, ce point-là, on l'appelle le centre-ville. Ce n'est pas toujours exactement là où on trouve le centre-ville, mais il existe dans toutes les villes un point central très attractif. Pourquoi est-ce qu'il est attractif? Parce que c'est le point qui maximise ce qu'on pourrait appeler l'accessibilité. C'est assez simple. Si vous êtes un travailleur et vous voulez accéder à l'emploi, vous êtes mieux d'être proche du centre que loin du centre, ça vous donne accès à plus d'emplois. Si vous êtes un employeur, vous voulez attirer des travailleurs, vous êtes mieux d'être plus proche du centre que plus loin du centre, c'est plus facile pour attirer des travailleurs dans votre entreprise. Sachant qu'il y a un point comme ça qui existe dans l'espace, bien évidemment, tout le monde va se dire, bien c'est à peu près là, moi, que je veux me situer, c'est à peu près là que je veux me localiser. Donc, ce fameux point-là dans l'espace finit par valoir très cher. Comme il vaut très cher, les gens se battent pour l'avoir, mais comme ça vaut très cher, il va falloir trouver des mécanismes pour pouvoir occuper cet espace-là tout en payant très cher pour se l'approprier. Et le meilleur mécanisme qu'on va trouver, c'est la mise en commun, c'est-à-dire qu'on va se grouper ensemble, que ce soit pour habiter de manière résidentielle ou pour l'occuper de manière productive, on va dire on va essayer de se grouper ensemble et d'occuper ces terrains-là le plus densément possible. D'où l'idée que, généralement, dans les centres-villes, on va voir un développement urbain par la densification. Mais tout le monde ne peut pas être sur le même point. L'espace est rare, on va se battre pour les avoir, on va densifier au centre, mais éventuellement, les gens qui veulent accéder à ce centre-là, sans nécessairement y être, vont se localiser en périphérie de ce centre-là, et de plus en plus loin en périphérie, ce qui fait qu'éventuellement, il y aura à partir de ce point-là un phénomène d'étalement. La densification et l'étalement, dans le fond, sont les deux mécanismes par lesquels les villes se développent. Si vous n'avez pas un, vous avez l'autre. Si vous n'avez pas l'autre, vous avez un. Généralement, vous avez les deux. Okay? Donc, les villes se développent par étalement et par densification. Plus vous êtes loin du centre, moins vous allez vous battre pour avoir ces terrains-là. Pourquoi? Parce qu'ils donnent accès à moins de choses, tout simplement. Ils sont moins intéressants, ils coûtent moins cher et vous allez les occuper à densité beaucoup plus faible. Donc, l'étalement se fait généralement par des développements à plus basse densité. Vous voyez une belle pyramide ici, un beau triangle. Les villes devraient naturellement avoir une forme qui ressemble à celle-là, c'est-à-dire la forme d'un triangle. Et les moyens de transport dont on dispose vont nous donner un peu la distance jusqu'où on peut étaler les villes. Donc, si on est une ville piétonne, beaucoup moins étalée que si on est une ville basée sur l'automobile qui permet des distances d'étalement beaucoup plus grandes et avec le télétravail, encore plus. Qu'est-ce qui arrive quand les villes ont déjà un développement et que là, on dit, oui, mais il y a de la croissance, il y a des immigrants qui viennent, on a eu des enfants, la population est en croissance, l'activité économique est en croissance, on veut que la ville se développe. Dans un monde idéal, vous allez avoir le triangle qui va grossir. C'est-à-dire que la ville va se développer à la fois par densification et par étalement de manière équilibrée. Et on va voir la ville grossir de façon cohérente. C'est-à-dire qu'au centre, les valeurs vont monter, ce qui va faire en sorte que pour pouvoir occuper les terrains au centre, on va redensifier encore plus par le centre. Et vers les périphéries, on va augmenter l'étalement parce qu'on est plus nombreux, parce qu'on est plus gros, et c'est tout à fait normal qu'une ville plus grosse occupe un plus grand territoire qu'une ville plus petite. Donc, on développe par étalement et par densification. Sauf qu'on a un problème. Vous allez me dire, oui, mais M. Meloche, il y avait déjà des maisons dessinées sur votre dessin. On ne les a quand même pas démolies, j'espère. Je vais vous dire, bien, peut-être quelques-unes, mais effectivement, pas toutes. Parce qu'il y a des rigidités dans le développement, des rigidités de toutes sortes, réglementaires, ou tout simplement parce que le propriétaire d'un terrain occupe son terrain depuis plusieurs années d'une certaine façon et que lui, peu importe qu'il y ait demande ou pas demande, il s'en fout. C'est comme ça qu'il veut occuper son terrain et il est de plein droit. Ce qui fait que quand on va développer le territoire,
il va arriver toutes sortes de choses qui ne vont pas suivre mes lignes. Okay? Donc, vous allez dire, ouais, mais quand on regarde dans ce qui se passe, ça ne suit pas les lignes. Non, effectivement, ça ne suit pas les lignes parce que les opportunités de développement ne sont pas égales. On ne défait pas la ville à chaque jour pour la refaire. On refait la ville sur elle-même avec les contraintes qui nous sont imposées. Et qu'est-ce qui va arriver à ce moment-là? Bien, on va avoir des espaces de surdensification, c'est-à-dire une densification beaucoup plus intense que ce qu'on aurait pu s'attendre étant donné la demande. Puis là, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que vous avez énormément d'espaces de sous-densification. Des espaces qu'on ne veut pas développer parce qu'on a bloqué par réglementation, parce que les citoyens qui sont là n'en veulent pas, parce que les propriétaires des terrains ne veulent pas transformer leur terrain. Donc, vous vous trouvez avec une ville qui, quand elle est en croissance, ne se densifie pas au rythme de la croissance, va créer des trous. Et pour combler ces trous-là, bien, quand on a le droit de densifier, croyez-moi, on y va allègrement. Alors là, j'ai fait une belle grande tour de centre-ville. Là, comprenez que pourquoi les tours au centre-ville sont si hautes? Bien, parce que partout ailleurs, on ne peut pas les construire. Donc, on a compacté le développement des tours à bureaux à un seul endroit. C'est soit là ou nulle part. Bien, on met tous les besoins au même endroit. On dit, bien, tant qu'à ça, s'il nous donne 210 mètres, on va prendre 210 mètres, on va y aller jusqu'au maximum. Okay? Donc, surdensification de certains lots. J'ai fait exprès de mettre un surdensification en région suburbaine. Pourquoi est-ce qu'on voit apparaître des lots de densification très grandes dans des milieux où on ne s'en attend pas, souvent sur des carrefours d'autoroute? Je vous donnerai un exemple tantôt, mais sur des carrefours d'autoroute, à des endroits qui n'ont aucune centralité. Pourquoi est-ce qu'on voit émerger de la densité à ces endroits-là? Parce qu'on l'a permis. Okay? Parce que partout ailleurs, on ne le permet pas. Et il y a des gens qui veulent habiter dans des tours à logement, il y a des gens qui aiment ça. Mais on interdit ces tours-là d'apparaître sur la plupart des endroits sur le territoire. Donc, quand on le permet, boum, ça apparaît. Mais c'est souvent pas nécessairement à l'endroit où on aurait voulu l'avoir. Donc, ma fameuse tour ici à l'extrême gauche de mon graphique aurait dû être plus proche du centre, mais on l'a interdit, est allé pousser un petit peu plus à l'extérieur. On a ces phénomènes-là. Et ce qu'on a par la sous-densification aussi, par la réglementation du territoire qui empêche la ville de bouger, bien, éventuellement, on se retrouve aussi avec ce que j'ai à l'extrême droite de mon graphique, un étalement excessif. On va étaler beaucoup plus loin. Pourquoi? Bien, parce qu'on ne peut pas construire dans le centre. Donc, on va étaler des projets vers la périphérie qui auraient dû avoir lieu au centre, mais qu'on n'a pas pu construire. Donc, on les envoie de plus en plus loin. Et on se retrouve dans une ville qui va croître par surdensification, par étalement excessif. Pourquoi? Parce qu'il y a des morceaux qui sont figés un peu partout, où on aura de la sous-densification. Et tout ça, c'est le même phénomène qui est tout interrelié. Bon, mais pourquoi, dans le fond, on en veut de la densification? C'est-tu si nécessaire que ça, après tout? J'ai listé ici les bénéfices et les coûts de la densification. Okay? La densification, ça sert à quoi? Dans les bénéfices qui sont notés là, le premier, c'est meilleur accès au logement. Là, il y en a qui vont me dire, oui, mais quand on construit une tour à condo luxueux à haute densité, ça ne permet pas aux gens de mieux acheter des logements. Bien, je vous dirais que oui. Oui, quand même. Okay? Parce que quand on construit à haute densité, le premier intrant dans la construction de logements, le premier intrant, c'est le sol, c'est le terrain. Si vous n'optimisez pas l'utilisation du sol, ça vous en prend plus. Ça vous coûte plus cher en sol. Donc, même si vous faites une tour à condo de luxe qui ne s'adresse qu'aux gens très riches, le fait que vous n'ayez pas construit une centaine de châteaux de banlieue, puis que vous ayez tout concentré ça dans une tour, vous allez libérer énormément d'espace pour pouvoir développer d'autres types d'habitations, ce qui se répercute sur l'ensemble de votre développement immobilier dans toute votre ville. Si vous interdisez la densification, peu importe le type de densification, bien, vous allez avoir comme conséquence que vous n'avez pas un meilleur accès au logement. Vous allez restreindre l'accès au logement d'une certaine façon. Meilleure mobilité ou mobilité plus durable. Et là, il va falloir faire attention, tantôt je vais revenir là-dessus. Ce n'est pas parce qu'on densifie qu'on va nécessairement améliorer la mobilité durable. Cela dit, si vous voulez améliorer la mobilité durable, vous n'y arriverez pas si vous ne faites pas de densification. Okay? Donc, c'est une relation qui ne fonctionne pas dans les deux sens. Mais généralement, pour être capable d'avoir des transports en commun qui fonctionnent, pour être capable d'avoir une partie de sa vie où on peut se déplacer à pied, répondre à des besoins, accéder à des emplois, ou en autre mode de transport actif, bien, ça prend une densité pour être capable de faire ça. Donc, plus les lieux sont densément peuplés, bien, plus la mobilité généralement est durable et inversement. Okay? C'est ce qu'on observe, mais ce n'est pas une relation, je vous dirais, toujours vérifiée. Je reviens là-dessus tantôt. Baisse des coûts énergétiques. On habite au Québec, il fait froid en hiver. Okay?
Il faut chauffer les logements. Chauffer une maison individuelle détachée, ça coûte plus cher que chauffer des logements qui sont adjacents. Pourquoi? Parce qu'il y a des échanges de chaleur entre les logements qui sont adjacents. Donc, on fait baisser les gaz à effet de serre, on fait baisser les factures d'énergie quand on fait ça. Stimule les échanges. Bon, c'est un peu compliqué à comprendre, mais on est capable de montrer que les milieux de production qui sont plus denses sont aussi plus productifs. Ça a un lien avec le type d'activité qu'on concentre dans l'espace, mais ça a aussi un lien avec les interactions sociales, la capacité d'innover. Donc, généralement, les grandes villes productives dans lesquelles vous avez des entreprises très innovantes, des universités, des échanges de savoir, c'est des lieux à haute densité. Okay? Dans les lieux à plus basse densité, c'est moins vrai. C'est sûr qu'avec le télétravail aujourd'hui, toute la technologie, on a l'impression qu'on peut être en très grande proximité sans l'être dans l'espace. Ça change un peu la donne, mais c'est quand même des choses qu'on observait jusqu'à aujourd'hui. Et réduire la consommation d'espace, je reviens sur ce que j'ai dit tantôt pour l'accès au logement. Si vous voulez préserver des espaces naturels, vous assurez que les écosystèmes qui sont encore pas trop maganés dans les villes puissent fournir des services écosystémiques à votre ensemble de population, puis vous soyez capable de verdir comme il faut une ville. Bien, plus vous allez utiliser l'espace de manière efficiente, plus vous allez être capable de préserver des espaces naturels par ailleurs. Donc, réduire la consommation d'espace, c'est un avantage que donne la densification. Il n'y a pas que du beau dans la densification, soyons honnêtes. Il y a des coûts qui sont associés à ça. J'en ai mis 2 qui sont là, mais c'est les 2 principaux qu'on va revoir tout le temps. Le premier, les effets visuels. Dans les effets visuels, on a les effets d'ombrage, c'est-à-dire que si vous avez accès au soleil et qu'on met un bâtiment à haute densité à côté de chez vous, c'est possible que vous ne voyez plus jamais le soleil. C'est une perte de jouissance. Si vous avez une vue sur un plan d'eau, vous avez une vue sur une montagne, une vue sur un parc, puis qu'on vient mettre une barrière de bâtiment devant chez vous, vous avez une perte de jouissance de votre lieu. Donc, oui, quand on met de la densité en place, ça cause des externalités, on trouve des effets négatifs sur les voisinages. L'autre, c'est l'accroissement de la congestion. Plus vous êtes nombreux à habiter un lieu, plus vous êtes nombreux dans le parc, plus vous allez être nombreux sur les trottoirs, plus vous allez être nombreux dans la piste cyclable, puis plus vous allez être nombreux à vous battre pour essayer de stationner votre voiture sur la rue et à ne pas trouver de stationnement, puis à tourner en rond pendant des heures. Okay? Ça, c'est des effets qui sont liés à la densification. Il faut être capable de gérer ces effets de congestion-là. Je vous invite à réfléchir sur un point important par rapport à ces 2 colonnes-là. Les bénéfices sont généralement diffus, captés par des personnes non résidentes des territoires sur lesquels on pourrait faire une consultation publique sur un projet de densification. Accéder au logement quand vous habitez un quartier, ça ne vous intéresse pas. Vous habitez le quartier, donc vous avez accédé au logement. Quand même bien, je vous dirais, on va améliorer l'accès au logement dans votre quartier. Il n'y a aucun résident de quartier qui a un avantage d'avoir un accès au logement meilleur dans son quartier, puisqu'il habite son quartier. Ce sont d'autres personnes qui vont bénéficier de cet avantage-là. La mobilité durable, c'est la même chose. Le principal bénéfice de la mobilité durable, c'est de faire baisser les émissions de gaz à effet de serre puis d'améliorer les déplacements de l'ensemble de la communauté, donc autrement dit, réduire la congestion sur les artères principales. Quand vous réduisez la congestion sur une artère principale parce que vous avez choisi de prendre le métro, craignez pas, une bonne partie de votre bénéfice, c'est ceux qui sont restés dans leur auto qui l'ont pris. Okay? Donc, c'est un bénéfice qu'on renvoie sur les autres. Coût énergétique, c'est sûr que si c'est votre facture d'hydro, vous êtes content, mais si c'est la diminution des gaz à effet de serre, vous renvoyez ça sur d'autres. Stimule les échanges ou même la conservation des espaces naturels, c'est un bénéfice qui est diffus, qui est parti. Quand vous prenez ma colonne des coûts, là, c'est très différent. Les coûts sont très localisés. Non seulement ils sont très localisés, mais ils sont ressentis essentiellement par les personnes qui occupent déjà les territoires à densifier. Eux ne prennent que les coûts, en fait. Les bénéfices, ils ne les attrapent pas. Les effets visuels, bien, c'est parce que vous habitez déjà le quartier que vous êtes inquiet des effets visuels. Si vous achetez dans le nouveau projet de densification, vous êtes un nouveau résident, vous ne vous apercevez pas qu'il y a des vues qui ont été perdues. C'est parce que vous aviez déjà les vues que vous les avez perdues. Donc, les citoyens actuels des territoires sont ceux qui attrapent les coûts pour les effets visuels et les effets de congestion. Donc, ce n'est pas pour rien. J'ai mis un petit NIMBY en bas. Là. Faire de la densification urbaine, c'est excessivement difficile. Pourquoi? Parce que dans n'importe quel quartier où vous essayez d'en faire, les gens qui sont là, ils n'en veulent pas. Et ils ont raison de ne pas en vouloir puisqu'ils absorbent les coûts. Par contre, il y a un ensemble de bénéfices pour l'ensemble de la collectivité, pour les générations futures, en termes d'environnement, en termes d'accès au logement. Mais ces gens-là ne sont pas là, ils ne viendront pas à la consultation que vous allez faire puisqu'ils n'existent pas. Et même si les bénéfices pour l'ensemble de la société surpassent largement les coûts,
vous allez toujours vous retrouver à une surreprésentation des personnes qui reçoivent les coûts dans une consultation sur la densification, d'où l'idée que c'est très, très difficile à faire dans un milieu urbain. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir de la densité qui fonctionne bien? Tantôt, j'ai parlé, ce n'est pas parce qu'on densifie qu'on a nécessairement une amélioration de la mobilité, mais si on veut une amélioration de la mobilité, il faudra densifier. J'ai décidé de prendre un exemple de densification en milieu suburbain qui n'était pas dans l'est de Montréal pour ne pas pointer personne du doigt. J'ai passé le pont, OK? Je suis allé à Le Gardeur. Je vais vous donner une belle image de Le Gardeur. Ça vous donne une idée de comment on densifie aujourd'hui avec des manières de faire qui ne sont pas particulièrement toutes correctes. Okay? Donc, je vous donne un exemple école ici, qui est le projet Le Gardeur. Vous avez un hôpital au milieu. C'est le point d'ancrage, puis on a fait des bâtiments à plus haute densité que ce qu'on retrouve généralement dans la couronne nord. Okay? Ça, c'est ce que vous voyez en bas de l'image, c'est ce qu'on voit habituellement dans la couronne nord. Puis là, oups, on a vraiment une densification très grande. Et on a fait ça à un endroit qui est quand même, somme toute, un peu particulier. C'est-à-dire que ce que vous avez derrière les bâtiments à haute densité, c'est une autoroute. Donc, on a connecté un endroit à haute densité sur un terrain qui était vacant, à proximité d'un carrefour autoroutier, donc les jonctions des autoroutes 640 et 40 sur la couronne nord. C'est un territoire qui est très accessible en automobile, où il n'y a pas de transport en commun. Donc, on a fait de la densité, oui. On tire des bénéfices de cette densité-là, mais elle ne se transforme pas nécessairement en ce que moi j'appellerais la densification fonctionnelle, c'est-à-dire une densification qui permet de répondre à un plus grand nombre de besoins sans utiliser l'automobile, de manière à utiliser des moyens de transport plus durables que l'automobile. Dans ce quartier-là, c'est impossible. Il y a des ingrédients à garder en tête quand on développe de la densité pour se dire, est-ce qu'on fait de la densité fonctionnelle ou on fait de la densité juste parce que ça nous est permis de le faire? Dans cet endroit-là, c'était parce que c'était permis. C'est la raison pour laquelle on l'a fait. On n'a pas pensé à un quartier fonctionnel nécessairement. Le premier, c'est la diversité des usages. Au-delà de la densité, il faut que sur les projets de densification, il y ait des usages diversifiés. Ça veut dire qu'on est capable à la fois d'habiter, consommer, travailler, se divertir dans des distances relativement courtes qui se font à pied. Dans mon image ici, il y a de la diversité. Okay? J'ai des quartiers résidentiels, j'ai un hôpital, puis on ne voit pas à droite, là, mais il y a un gros centre commercial à droite. Donc, j'ai du commercial. Le problème, c'est que c'est segmenté. Ce n'est pas mêlé. Il n'y a pas de diversité dans les îlots. C'est des immenses îlots avec un seul usage par îlot. C'est soit qu'on ait un hôpital, c'est soit qu'on ait une zone résidentielle dense, c'est soit qu'on ait une zone résidentielle peu dense, c'est soit qu'on ait un centre commercial. Il n'y a pas de mixité au niveau des îlots. C'est une problématique. Ça fait que la densité est moins fonctionnelle. Le design est aussi important, la compacité. C'est-à-dire que là, ici, mes bâtiments à haute densité sont très loin les uns des autres, entourés de stationnements. Vous avez un hôpital au milieu, entouré d'un immense stationnement. Si vous êtes piéton là-dedans, là, il faut vous traverser des immenses zones de bitume. Ce n'est pas agréable nécessairement à marcher. Donc, il n'y a pas de compacité là-dedans. Puis la marchabilité, ce qu'on appelle marchabilité, qui n'est pas un mot en français, là, mais l'idée, c'est de penser le territoire pour les piétons d'abord et avant tout. Est-ce que c'est agréable de marcher? Est-ce qu'il y a des passages piétons? Est-ce que, généralement, quand vous avez des îlots plus petits, vous avez des commerces sur rue ou vous avez des rues qui ont été verdies avec des infrastructures de transport actifs, bien, vous allez avoir une plus grande facilité d'avoir des déplacements actifs durables, donc, du moins en transport actif, piéton ou vélo. Okay? Donc, ça vous prend un certain design du lieu qui soit réfléchi pour de la mobilité durable. Ce lieu-là, ici, ne l'a pas été. Ensuite, l'idée de l'accessibilité au transport en commun. Si vous avez un quartier dans lequel vous pourriez vous passer d'avoir une voiture, vous dites, moi, dans mon quartier, je suis capable d'aller faire mon épicerie à pied, je suis capable d'aller au dépanneur à pied, je suis capable d'aller à la pharmacie à pied, je suis capable d'aller chez mes amis à pied, ça va bien, mais je ne suis pas capable d'aller travailler à pied, mon emploi est beaucoup trop loin, je ne me rends pas. Est-ce que j'ai accès au transport en commun pour le faire? Si la réponse c'est oui, bien, on peut commencer à réfléchir, à se dire, bien, moi, dans mon ménage, on est un couple, on n'a peut-être pas besoin de 2 voitures. Une seule voiture suffit puisqu'on a un accès au transport en commun puis un accès à des services. Si vous n'avez pas cet accès au transport en commun-là, même si votre quartier est dense, vous allez rester dépendant du transport, de l'automobile, ce qui va obliger ou forcer les bâtiments à être plus distants les uns des autres, à être entourés de stationnements, puis là, votre design commence à avoir un certain enjeu.
Donc, en bout de ligne, si on veut penser la densification, il y a deux questions fondamentales. Puis pour moi, la première est beaucoup plus fondamentale que la deuxième. C'est d'abord où est-ce qu'on va orienter la densification. Ça va être problématique d'orienter de la densification dans des lieux déjà construits, déjà bâtis. Vous allez avoir des oppositions citoyennes très fortes. Ça ne donne rien d'orienter de la densification de manière trop excentrée autour de carrefours autoroutiers, à des endroits qui sont de toute façon très dominés par l'automobile. Il faut rattacher, si possible, au transport en commun. J'ai bombé des images du document de consultation ici pour mettre dans ma présentation, mais l'image de gauche, en fait, c'est une carte des propositions d'amélioration de la mobilité sur l'île de Montréal et des zones d'emploi. Ce que vous avez en mauve, c'est des quartiers essentiellement industriels de l'est de l'île de Montréal. Plusieurs de ces quartiers-là sont en dévitalisation, du moins leur économie n'est pas particulièrement dynamique. Vous avez là-dedans énormément de stationnement, des terrains bitumés et pas beaucoup de citoyens pour s'opposer à ce que vous allez faire. Il y a probablement là des opportunités à certains endroits de redynamisation urbaine par la résidentialisation du territoire, donc de créer des territoires plus diversifiés axés sur le développement résidentiel. Et on va développer des nouveaux axes de transport. Prolongement de la ligne bleue du métro, c'est une opportunité très forte de densification du territoire. Le non-REM de l'Est aussi est une non-opportunité, mais une opportunité éventuelle s'il y a un autre projet qui revoit le jour de manière réfléchie et que la population y adhère. Il y a là aussi une opportunité de redensification du territoire le long de ces axes-là pour connecter la densification au grand réseau de transport en commun. Donc, c'est là que sont les opportunités éventuelles. Et l'image de droite, c'est pour vous dire que vous avez vraiment toutes les explications de ce que moi je viens de vous dire dans le cahier de propositions, de réflexion de la Ville de Montréal sur le plan d'urbanisme et de mobilité. Vous avez les concepts que moi j'ai mis là, c'est-à-dire, oui, la densité, mais au-delà de la densité, ça prend une certaine diversité d'activités sur le territoire pour que les gens puissent marcher du travail à la maison ou marcher des commerces à la maison, qu'il y ait une plus grande probabilité que des gens puissent à la fois habiter, travailler, consommer, se divertir sur un territoire qui est accessible à pied. Donc, il faut créer des quartiers complets dans la densité, mais attacher ces quartiers-là autant que possible au transport en commun parce que c'est faux de penser, moi je dis toujours, augmenter la probabilité de pouvoir faire les choses sur le territoire. C'est utopique de penser que les gens vont nécessairement tous habiter où ils travaillent puis consommer et tout ça. Faites juste penser que les gens vivent dans des familles en couple, là, peu importe la formation du couple. De coordonner 2 lieux de travail et 1 lieu résidentiel, c'est quelque chose d'excessivement difficile. Imaginez quand les ménages sont rendus avec 3 ou 4 personnes parce qu'il y a un enfant qui travaille ou parce qu'il y a un ami qui habite à la maison. C'est pas vrai que tout le monde peut tout faire à 15 minutes à pied. Donc, c'est pour ça que attacher ces développements-là au transport en commun, c'est parce qu'il faut penser comment les gens vont entrer et sortir du quartier aussi. Les quartiers ne sont jamais complets. Okay? Même quand on dit quartier complet, là, ça reste partiel. Donc, ça termine ce que moi j'avais à vous dire. Je peux prendre vos questions sur ces éléments-là. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Merci Jean-Philippe. Je vous inviterai à prendre place sur nos fauteuils confortables pour cette période de questions. Alors, merci aussi d'avoir rendu digeste des concepts tels que la densification et l'étalement urbain un dimanche après-midi. Je trouve que ça, c'est venu me chercher. Alors, j'aimerais maintenant passer à la période de questions et vous rappeler quelques consignes. Tout d'abord, on vous demanderait de bien vouloir vous nommer ou de vous identifier si vous représentez un groupe ou une organisation, ici, devant les micros. On va tenter de respecter, en fait, on va la respecter, l'alternance homme-femme dans les tours de micro. Je vous inviterai également à être concis sur vos questions et sur vos introductions. Je comprends qu'il n'y a pas de questions sans brève introduction, mais la période des opinions commence le 11 octobre. Aujourd'hui, on pose des questions. Et je pense que je n'ai pas d'autres consignes à vous rappeler. Je vous inviterai à poser toutes vos questions. On a une dizaine de minutes devant nous. En attendant, j'aurais peut-être une première question.
Comment est-ce que la ville de Montréal est capable de proposer une densification que vous appelez fonctionnelle, tout en réussissant à engager cette transition écologique et cette carboneutralité? Oh, c'est moi qui fais ça? Bien, en fait, les deux sont non seulement cohérents ensemble, mais sont indissociables, selon moi. C'est-à-dire que si vous faites de la densité non fonctionnelle, vous n'allez jamais atteindre les objectifs de carboneutralité. Un des objectifs derrière la densification, c'est la réduction de l'utilisation de l'automobile. On a créé un univers dans lequel on est dépendant de l'automobile partout en Amérique du Nord. C'est peut-être même un petit peu moins pire à Montréal qu'ailleurs, mais on est loin d'être des champions. Et du moment où on crée ces univers-là, ils sont très, très difficiles à défaire. C'est très difficile, moi je dis toujours, c'est très difficile de remettre le dentifrice dans le tube, là. On a créé une ville pour les automobiles, puis on veut l'humaniser, c'est-à-dire faire une ville pour les humains. Et c'est très difficile de défaire la ville des automobiles. Et la densification, c'est un des outils dont on dispose pour y arriver, c'est-à-dire que si les distances sont trop longues dans les déplacements, il ne faut pas nier le fait qu'au Québec, on a un hiver rigoureux. Le vélo est un outil magnifique de déplacement actif, mais en hiver, ce n'est pas tout le monde qui est prêt à faire les sacrifices nécessaires pour faire du vélo. Donc, on n'a vraiment pas beaucoup d'outils, mais la densification, c'est un de ces outils-là qui rend les déplacements à pied plus utiles dans l'ensemble de la vie, ce qui n'élimine pas complètement l'automobile. Quand on dit de réduire la dépendance à l'automobile, c'est de dire « j'ai le choix de la prendre ou non ». Et dans certaines circonstances, je la prendrai et dans d'autres, je ne la prendrai pas. Et si on réussit à développer ça, on va pouvoir réduire le nombre de véhicules qui sont sur les routes, la quantité de bitume qu'on étale partout pour satisfaire notre consommation d'automobile. Éventuellement, la ville plus durable, c'est une ville où on a beaucoup moins d'automobiles, beaucoup moins de surface de stationnement, beaucoup plus de transports en commun, de transports actifs. Puis éventuellement, si on a des automobiles, bien, idéalement qu'elles soient à carburant ou du moins avec des énergies qui sont renouvelables et qui ne génèrent pas de gaz à effet de serre. Mais de juste penser d'électrifier les transports puis de continuer sur la même trajectoire, c'est utopique. Je veux dire, on n'atteindra aucune cible de développement durable avec ça. Bonjour. Bonjour, mon nom est Ronald Daigneault. J'aimerais savoir s'il existe des stratégies ou des techniques pour améliorer la perception des gens qui demeurent déjà dans des quartiers bâtis où on essaie d'implanter la densification. On a vu tantôt que les avantages sont surtout pour les gens qui vont en profiter, qui s'amènent dans ces complexes-là, et que les gens qui sont déjà en place n'assument que les coûts de ça. Est-ce qu'il existe des études ou des stratégies connues, reconnues, pour faciliter ces transitions-là? Bien, généralement, c'est d'inclure dans les projets de densification une bonification de l'espace public. Si vous n'avez pas ça, c'est là où vous n'avez que des coûts pour les gens qui sont dans ces quartiers-là. Donc, si vous avez... souvent, on va avoir des négociations avec des promoteurs qui vont densifier le long d'une berge, par exemple. Puis on ne va pas vouloir qu'ils densifient le long d'une berge parce qu'ils vont s'approprier un espace de vue et tout. Puis éventuellement, ils vont dire, oui, mais on va se reculer de la berge, on va réaménager une place publique, on va donner accès à la berge à l'ensemble de la population, on va créer un parc et on va densifier. Et là, à ce moment-là, vous avez dans votre projet quelque chose qui profite aux résidents actuels qui n'avaient pas avant, donc vous améliorez leur qualité de vie d'une certaine façon, ce qui fait qu'ils vont plus facilement avaler la pilule pour le reste. Mais comme je vous dis, soyons honnêtes et conscients, la densification, ça profite peu aux résidents actuels, à moins que les projets viennent ajouter une offre commerciale plus diversifiée, des emplois accessibles aux résidents qu'ils n'auraient pas eu par ailleurs, des nouveaux parcs ou des accès à certains espaces publics privilégiés. Si vous créez ça dans le projet, ça va adoucir le fait qu'il y en a qui absorbent par ailleurs des coûts. Si vous faites des projets de type cloche, c'est-à-dire tout retourner vers l'intérieur du projet, là, avec une sorte de mur à l'extérieur, bien là, c'est à peu près certain que les résidents autour vont dire « Nous, on n'a rien à gagner de ça. » Okay. Merci. Merci. Bonjour. Oui, bonjour.
M'entends? Oui, on vous entend bien. Je vous invite à vous identifier. Oui, Yvon Couillard. Moi, je suis citoyen d'Anjou. J'ai vécu plus de 30 ans dans le site Angus. Puis ça, vous n'avez pas beaucoup parlé, là. Moi, ça me fait peur, la densification. Quand j'ai entendu un peu ce phénomène-là, ça me fait peur, surtout si on laisse aux promoteurs et spéculateurs à décider comment, justement. Vous avez donné l'exemple des Belges, là. Moi, je trouve que ce n'est pas à eux autres à décider. C'est beaucoup plus à la collectivité, donc au gouvernement. Et je pense que ça aussi, il faudrait regarder ce côté-là. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, la municipalité, de dire voici comment qu'on veut que ça se fasse. Bien sûr, en consultation avec les citoyens. Puis vous n'avez pas parlé beaucoup de la mixité. Parce que dans Angus, il y a une mixité. Il y a des propriétaires, il y a des OSBL, il y a des coopératives, des HLM, il y a des résidences pour personnes âgées. Ça aussi, c'est bénéfique. Parce que je veux dire, construire pour que des gens de l'extérieur, je ne veux pas dire par là que les gens n'ont pas le droit de choisir un quartier, mais construire seulement pour des gens qui viennent de l'extérieur, sans penser aux gens qui restent déjà, mais il va y avoir un autre phénomène qui va se passer, c'est la gentrification. Et ça, on le voit. Moi, j'ai travaillé dans le Centre-Sud pendant 22 ans. Alors, j'ai vu tout l'aspect condo qui s'est fait. C'est rendu que des gens, des travailleurs, là, je ne parle pas nécessairement, oui, des gens qui travaillent, qui sont sur l'aide sociale, mais il y a des gens, des travailleurs au salaire minimum et plus, qui se disent, mais j'ai plus mon quartier. Alors, si je comprends bien, la question porte sur qui doit choisir cette densification. Quel type de densification? Voilà. Est-ce que c'est le citoyen? Est-ce que c'est la ville? Est-ce que c'est les promoteurs? Parce que s'il faudrait parler aussi de la mixité aussi des logements. Définitivement. Pas juste du privé. Monsieur Mello, est-ce que vous aimez peut-être répondre? Oui, bien, en fait, le plan d'urbanisme et de mobilité, c'est l'outil qui vient intervenir en amont. Les propriétaires, au Canada, on fonctionne avec une loi sur la propriété qui quand même favorise beaucoup les propriétaires. Quand un propriétaire est de plein droit, il fait effectivement ce qu'il veut puisqu'il est de plein droit. Si on veut contraindre ce qu'un propriétaire peut faire, il faut que ce soit dans la réglementation. Et généralement, il faut que ce soit dans la réglementation antérieurement à ce qu'il y ait pu y avoir une conception même du projet. Parce que quand on réduit les possibilités sur un développement d'un promoteur, le promoteur peut se défendre en disant « j'ai une perte de jouissance de mon bien ». Donc, le plan vient créer ce cadre-là qui vient dire au promoteur « bien, voici ce que vous pouvez ou pas faire ». Puis des fois, il y a des contraintes légales importantes, c'est-à-dire que le propriétaire, s'il avait déjà le droit avant qu'on adopte le nouveau plan d'urbanisme, il était déjà de plein droit. Souvent, ça leur donne le droit d'aller de l'avant. Mais faites-vous-en pas, la plupart du temps, les lois sont très contraignantes sur la densité, déjà partout. Donc, il n'y a pas beaucoup d'enjeux de ce côté-là. C'est plus l'inverse, c'est qu'on essaie de donner de l'espace, d'enlever des contraintes à l'heure actuelle. C'est ça qui crée cette problématique-là. Si je reviens juste sur votre idée de gentrification, il faut juste faire attention parce que la gentrification est généralement beaucoup plus sévère dans les endroits où on ne permet pas le développement et qu'on ne densifie pas que dans les endroits où on permet le développement et on densifie. Ce qu'on appelle la gentrification, en réalité, c'est des personnes de revenus plus élevés qui vont s'approprier des logements destinés à des ménages ou historiquement destinés à des ménages de plus faibles revenus. Et ça se fait généralement quand, par exemple, un quartier ouvrier a perdu toutes ses usines, mais finalement, c'est des intellectuels qui rachètent ça, qui travaillent dans des tours à bureaux, avec des salaires beaucoup plus élevés, puis qui font du quartier ouvrier un quartier gentrifié. C'est les phénomènes qu'on va observer. Et dans les quartiers où vous avez absence de construction, c'est-à-dire vous n'avez rien de neuf, vous n'avez rien à offrir, bien, ce qu'on appelle les gentrificateurs, généralement, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'approprient l'existant. Et c'est là que les valeurs foncières explosent et c'est là que les quartiers changent de nature. Quand vous construisez juste à côté un quartier nouveau avec des nouveaux logements, généralement, les gentrificateurs s'intéressent moins aux vieux quartiers parce qu'il faut les rénover, il faut les retaper, tout ça, alors qu'ils ont du neuf à côté. Donc, il y a souvent une tendance à penser, parce que si je fais une moyenne, je mets des logements plus luxueux dans un endroit où il n'y en avait pas, je vais dire la moyenne a augmenté. Oui, mais les logements à plus bas prix sont restés à bas prix. C'est parce qu'on en a mis des nouveaux qui valaient cher que la moyenne a changé de place.
Dans les endroits où vous ne changez rien puis que la moyenne monte, là, vous pouvez supposer que vous avez de la gentrification parce que vous n'avez rien rajouté de neuf et les valeurs se sont mises à monter beaucoup. Donc, à Montréal, les endroits où on observe la gentrification sont généralement les endroits qui sont plus restrictifs en termes de développement immobilier. Ils vont faire des contraintes et c'est là que la gentrification est la plus sévère, quand on est plus permissif puis on laisse apparaître un peu n'importe quoi. Ça peut être moins joli, mais c'est généralement moins prompt à la gentrification. Merci, M. Meloche. On peut l'applaudir une nouvelle fois. Alors, j'aurais pu discuter avec vous tout l'après-midi de ces notions qui sont au cœur du projet de ville, mais je vais passer la parole à nos 3 prochains panélistes qui vont nous présenter des façons de s'approprier l'espace et d'enrichir nos milieux de vie.